moi j'ai la prétention, lorsque j'aurai fini mon travail, de mettre tous les présidents d'Haïti sur 2 arbres généalogiques. Quand tu regardes les liens de famille qui se multiplient, puis il y a peu de gens qui ont compris ça quand on a fait cette exposition sur les chefs d'État en 2004. Mais tout le monde te dit, ah oui, Dessalines, on avait mis Dessalines de côté, c'est en 1900 combien qu'on va enfin rendre à Dessalines ce qui lui était dû. Mais c'est complètement faux. Dessalines, son petit-neveu, Nissage Saget, est président d'Haïti. Ses arrière-petits-fils, Florville Hippolyte et Cincinnatus Lecomte, sont eux aussi présidents d'Haïti. Donc, alors qu'on nous parle de démocratie, nous, on se rend compte qu'en fait, il y a un rapport dynastique dans la façon dont le pouvoir politique est distribué, indépendamment de tout ce qu'on peut raconter. Ça veut dire que tu prends comme un Geffra, c'est le petit-fils de Boyer ou de Pétion, je ne sais plus. Et maintenant, quand tu vois les différentes tentatives de Boyer-Bazelec, c'est la même lignée dynastique, jusqu'à Louis de Joie, qui est lui l'arrière-petit-fils. Avoir un parent qui a été président d'Haïti, ça te permet de prétendre à être toi-même président d'Haïti. C'est le suffrage universel qui va détruire tout ça en 1950. Le président, notre éternel candidat Anténor Firmin, pour se rendre présidentiable, il épouse la fille de Sylvain Salnave. Donc il rentre dans une famille présidentielle. Donc en sous-estimant le poids des adversaires de Sylvain Salnave qui étaient encore dans tous les couloirs du pouvoir au moment où il s'amène avec ses prétentions à la présidence. Donc ça veut dire que quand tu fouilles un petit peu et que tu regardes les motivations, la façon dont les gens gèrent le pouvoir, la façon dont le pouvoir se transmet, tu te rends compte qu'on n'est absolument pas, c'est pas une affaire de dictature, c'est vraiment un autre système de référence pour l'attribution du pouvoir politique. Il y a deux moments. La Constitution avant 50, c'était quelle année? Je ne me souviens plus. Où on a fait les premières élections sénatoriales directes, parce que c'était les députés qui élisaient les sénateurs, jusqu'en 1940 et quelque chose. Et le président de la République était élu au suffrage indirect, Chambre des députés plus Sénat, qui votait pour le président de la République. Donc à partir de 1950, tu as le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République. Ce qui est un système extrêmement délicat à manipuler. Il faut des partis politiques, il faut une autre culture politique. Même en France, en 1958, qu'ils vont mettre l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Nous, on a précédé ça, on l'a fait depuis 1950. Donc, et qu'est-ce qui se passe? La première élection ne compte pas, puisqu'il n'y a personne en face de Magloire, donc Magloire est élu président. Maintenant, Magloire tombe, les événements qu'on sait. Première élection ouverte, contrairement à ce qu'on raconte, c'est Duvalier qui passe. Il verrouille le système avec la présidence à vie. OK. Deuxième élection ouverte de la période, les élections de 90, 91, c'est Aristide qui passe et il verrouille le système avec les jeux de passe-passe avec René Préval. Donc, et puis maintenant, on arrive à faire l'élection de Michel Martelly plus ou moins. Maintenant, avec une cassure avec Privert. Idem pour Jovenel Moïse avec à peu près 400 000 votes. Et puis depuis là, on n'y arrive plus. On est coincé. Parce que ce type de régime politique ne peut être mis en œuvre qu'à la condition que tu aies un certain nombre d'institutions fortes, la première de ces institutions étant le parti politique. Donc le parti politique qui demande que... Pourquoi les partis sont héréditaires en Haïti?
il faut qu'on se pose la question. Pour qu'on n'arrive pas, une fois que le chef est mort, s'il n'a pas quelqu'un, fils pour reprendre, la structure s'évanouit avec le temps. OPL, Maniga, la DNP, etc. Donc, il faut qu'on puisse aujourd'hui se poser les bonnes questions et faire les bons constats. Il y a un problème. Bon, le problème, c'est pas la ville de Port-au-Prince, tu vois, c'est que on fait l'indépendance, on a un certain nombre de villes. Maintenant, on a une économie différente qui se développe. On a une population qui augmente. Donc, il y a des villes nouvelles qui apparaissent, hein, chacun. Et bon, tout ça arrive à faire système, donc à fonctionner. Et puis maintenant, début 20e siècle, la population haïtienne se met en mouvement. Et comment dire, le système économique ne permet pas de supporter une population aussi importante, puisqu'il n'y a pas eu de modernisation vraiment de l'économie. Et donc, tu as les Haïtiens qui commencent à aller vers Cuba et la République dominicaine, et puis qui viennent en ville. Ils viennent en ville pour, comment dire, des petits emplois de domesticité, de petits métiers, etc. Et au fur et à mesure que le temps passe, comment te dire, ces villes prennent de l'ampleur, ce qui fait que tu vas passer entre 82 et 2020, donc recensement de 82, estimation de population de 2020, de 6 millions à 12 millions d'habitants. C'est énorme. Et maintenant, tu vas passer de 40% à plus de 62% de population urbaine dans des villes sans économie. Et maintenant, ça se passe au moment où justement on est en quête d'une démocratie introuvable et où tu as toutes sortes de mouvements politiques et sociaux et où les institutions n'arrivent pas à gérer ce qu'on a essayé de mettre en place. Et c'est ça qui est un peu compliqué à comprendre, je pense, pour beaucoup de gens. C'est qu'il y a eu des réformes au niveau des collectivités territoriales, au niveau du système judiciaire, etc., qui font qu'aujourd'hui, le système judiciaire, il est bloqué. Les juges ne rendent plus de jugement, il y a des mouvements d'avocats, etc. Ce qui se passe dans les facultés de droit, c'est absolument inimaginable pour un professeur d'université. Donc, on a affaibli globalement toutes les institutions en voulant bien faire, en écoutant ce que tel blanc disait ou tel autre blanc, particulièrement la MINUSTAH en ce qui concerne la justice et tout le monde en ce qui concerne la sécurité. Donc, tu vois bien que ces innovations, qui sont des innovations complètement disparates, ne font pas système. Ça veut dire que ça ne permet pas à l'ensemble de marcher. Donc maintenant, quand tu prends Port-au-Prince, comme moi j'étais enfant, c'est 300 000, 400 000 habitants. Aujourd'hui, aujourd'hui on ne sait pas parce qu'il y a eu deux chocs démographiques importants, le tremblement de terre et l'insécurité. Mais disons avant 2010, disons, tu avais une ville, la commune de Port-au-Prince, stricto sensu, c'était 300 à 400 000 habitants. Maintenant, comment on dit ça, sans compter Delma, Carrefour, Cité Soleil, Tabac, qui sont des démembrements de la commune de Port-au-Prince. Donc ça te fait l'un dans l'autre près de 4 millions d'habitants. Mais il n'y avait rien pour accueillir ces 4 millions d'habitants. Tu passes de 400 000 habitants à 4 millions d'habitants. Tu fais un saut en termes numériques qui n'est pas pris en charge par les institutions. Ça veut dire que quand j'étais à l'école, on nous apprenait à marcher dans la rue.
On nous apprenait et on s'en est rendu compte. Et on te disait, quand tu marches dans la rue, il faut marcher de tel côté de façon à toujours avoir les voitures en face de toi. Il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, on t'urbanisait. Donc, et il y avait d'autres institutions aussi qui servaient à ça. Le cinéma, le théâtre, les places. Tu rentrais progressivement dans des formes de vie urbaine parce que les structures et les institutions étaient là. Et tous ces gens qui sont venus et qui n'ont pas trouvé ça, ils ne trouvent pas de travail ou des petits boulots insignifiants. On met les enfants à l'école. Et c'est là que moi, je pense que, indépendamment de ce qu'on a dit tout à l'heure, les intellectuels doivent faire attention, ils ont des cadavres dans la bouche. Quand tu dis que la culture urbaine, elle ne vaut rien, mais tu vois la population rurale qui est en demande de ville. C'est comme aujourd'hui, on fait semblant de dire oui, le patriotisme, etc. Mais c'est une jeunesse qui est en quête de départ parce qu'il n'y a pas d'avenir économique. C'est pas que le raï pays a trouvé le pas bon, c'est pas ça. Il n'y a pas d'avenir économique en Haïti pour elle. L'étape urbanisation, avec ce qu'elle peut avoir de culture universelle, si tu veux, donc on saute cette étape-là, et puis bon, tu as tes jeunes qui sont lâchés partout, et puis ceux qui restent et qui ne trouvent rien pour eux. Ou pas quand même on nègre au cinéma, pas quand même on fial bon crème dans le cinéma pour hier. C'est quoi la vie sociale, c'est aussi ça. Hein? C'est pas un type qui est derrière son comptoir et qui compte son argent. C'est l'opportunité de marcher dans la rue. C'est l'opportunité. Moi, j'avais des copines, on habitait plus ou moins le même quartier, on était dans la même école. Aller à l'école, c'était vraiment 5 minutes à pied, 10 minutes à pied de chez nous. Il y avait une vraie vie de quartier. Donc, c'est tout ça que la population qui est arrivée depuis 82 n'a pas trouvé, qu'on n'a pas été en mesure de lui offrir. C'est vraiment ce qu'on appelle une ville criminogène. Ça veut dire elle crée un entassement de population. Moi, j'appelle ça des zones de bâtidance, je ne les appelle pas des villes. Tu crées des conditions de vie où les gens qui viennent trouvent en partie ce qu'ils cherchaient, mais ils ne trouvent rien de ce qui fait l'urbain. Ce qui fait qu'on est, pour moi, rentré dans un processus de désurbanisation qui est... tu vois, les gens parlent des gangs, moi, ça ne m'intéresse pas du tout de parler des gangs. C'est où sont les institutions préposées à assurer la sécurité des vies et des biens? Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'il y a des gens qui font des complots contre Haïti, etc. Mais il n'y a pas de complot, il y a le crime organisé international. Donc, on a créé des espaces criminogènes. Et on va le voir, Pétionville est en train d'étouffer. Le Cap, c'est une horreur. On est en train d'avoir, regarde ce qui vient de se passer là dans le sud avec ce notaire et cet avocat. Il y a tellement tout le monde veut faire de l'argent avec l'urbanisation rapide de la ville d'Écailles, mais personne ne pense à la structurer. Donc, tu es en train de créer des espaces criminogènes. Ok, on va prendre un exemple très simple. 2010, tremblement de terre. On a beaucoup exagéré le nombre de victimes parce qu'il fallait paraître très malheureux aux yeux de l'international en pensant que ça allait apporter beaucoup d'argent. Donc maintenant, le gouvernement en place décide et d'autres partenaires qu'ils avaient, et je parle de partenaires locaux, pas internationaux, ils ont pensé qu'ils allaient gagner le gros lot et qu'on allait faire comme Beyrouth, ça veut dire la diaspora et les millionnaires, milliardaires étrangers allaient venir acheter de la terre à Port-au-Prince. Bon, donc ils frisent tout mouvement de reconstruction qui était possible dans le centre-ville. Et on a eu à un certain moment la visite du chef de ONU Habitat, donc l'Agence des Nations Unies pour l'habitat et le logement.
Et il a fait une conférence à Focale. Et il a dit dans cette conférence, on ne reconstruit pas une ville à sa périphérie, mais en son centre. Et c'est encore un problème idéologique. Ça veut dire que l'essentiel des financements que Haïti a trouvé après le tremblement de terre, l'essentiel de ce financement a été géré par des agences internationales de coopération, des ONG, etc. Donc, on cherche toujours à, comme on aime beaucoup se flageller nous-mêmes, donc on dit toujours que c'est l'État haïtien qui a gaspillé, mais ce n'est pas l'État haïtien qu'on a donné l'essentiel de cet argent. Et ces gens ont fait des interventions dans les quartiers périphériques. D'ailleurs, c'est eux retiré soi-disant moun qui étaient dans le camp, parce que ça aussi c'est une grosse arnaque. C'est eux qui ont créé les camps. Et dans les camps, il y avait la plupart des gens qui étaient dans ces camps n'étaient pas des victimes du tremblement de terre. Et c'est comme ça qu'ils nous ont peuplé le monde de l'hôpital notamment. Donc, on a fait des interventions à Grand Ravine notamment qui ont renforcé une espèce d'identité ghetto, si tu veux. Au lieu alors que comment il s'appelait, Johan Klaus disait lui-même, ce que ONU Habitat n'a pas fait, mais il l'a dit à la conférence. On ne reconstruit pas une ville à sa périphérie, mais en son centre. Donc, tu prends un bidonville comme comment Baillargeau, donc au-dessus de l'avenue N. Donc l'idée justement, c'était que on puisse rétablir le contact entre Baillargeau et l'avenue Christophe, donc en passant à côté de l'Olofsson. L'idée, c'est d'intégrer les gens à la ville. Donc de créer, en plus, il y avait un autre. Donc on avait décidé que tout l'argent qu'il y avait devait aller aux populations les plus pauvres. Les classes moyennes, c'est l'horreur, ça fait partie des élites répugnantes. Il y a eu combien de gens qui ont perdu leur maison, leur business, etc. dans ce tremblement de terre? Il n'y a rien eu comme politique pour les classes moyennes après le. Donc, comment te dire, tu pousses dehors, je dirais, les gens qui servent naturellement de tampon entre les différentes couches sociales dans une société. Et résultat des courses, tu as ton centre-ville qui reste vide et qui devient un terrain de chasse intéressant pour les gangs. Ça, c'est le côté tremblement de terre. Je vais prendre un autre côté. Élection, tu sais, 87, c'était vraiment la décentralisation. On avait beau dire aux gens, faites attention, ce n'est pas qu'on soit contre la décentralisation, mais il y a des conditions pour faire la décentralisation. Ce n'est pas parce que Mitterrand a décidé, quand il a gagné les élections, qu'il allait faire la décentralisation, que nous-mêmes, pour nous copier ça, l'a dit. Donc, on a des vécus historiques et des vécus de peuples qui sont différents. Il faut voir qu'est-ce que ça apporte concrètement. Je vais te dire une chose très simple. Tu vois, première élection de maire à Port-au-Prince, donc en 90-91, et c'est à ce moment-là que tu vois prendre naissance tous les grands chefs de gang qu'on va avoir, les Ronald Cadavre, les Camille Cadavre, le chef historique de Grand Ravine, tout est directeur marché, directeur cimetière. Donc, je ne sais pas quelles sont les raisons profondes à ça. Je pense qu'il y a probablement des histoires de corruption derrière. Mais tu vas le voir dans la plupart des grandes villes. Donc, ça commence avec les élections de 90-91. Donc, tu vois, on utilise des instruments qui semblent avoir fait leur preuve, mais qui démontrent que ce n'était pas si vrai que ça en France, en Belgique, etc. Tout le monde a des pour jours par la démocratie ou bon pour mourir. Donc, mais que tu le dis parce que l'état de la société a produit la démocratie à un certain moment dans un espace géographique et dans des sociétés bien particulières, ça ne veut pas dire que ça a valeur universelle. Cette affaire de pensée unique qu'on nous sert depuis la chute du mur de Berlin
il faut qu'on fasse l'effort d'en sortir.